Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Je me suis assis sur le squelette desséché d'une charrette, exposant mon dos au soleil qui brillait impitoyablement. Et je pensais à la jeune fille aux cheveux noirs et à la silhouette élégante que j'avais aimée autrefois, à ses épaules, à ses doigts et aux petites empreintes délicates qu'elle laissait sur le sable. Je ne me souvenais plus de son nom. Trop d'années s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Mais en réalité, le nom compte si peu. Surtout dans un tel enchevêtrement de contradictions absurdes qu'est l'amour. Surtout si votre bien-aimé repose depuis longtemps sous une croix de bois grossière que vous avez fabriquée de vos propres mains. Je soupirais. J'avais soif. Et dans la petite flasque suspendue à ma ceinture, il ne restait que 2 gorgées d'eau. Dans toutes les directions, autant que portait le regard, s'étendaient les dévastations uniformes, brûlantes, jonchées d'os et de pierres. Et il fallait 2 jours de marche pour atteindre le puits le plus proche. Cependant, j'attendais quelqu'un et ne comptais pas reporter une rencontre importante à cause de cette soif seule. Il était temps de cesser de perdre du temps inutilement. J'entendis les pas derrière moi bien avant que 3 autres ombres ne surgissent sur le sable à côté de la mienne. Et je compris immédiatement que c'étaient ceux que j'attendais. Mais je ne comptais pas me retourner, même si je risquais de recevoir une balle entre les omoplates. « Lève les mains, vite !» retentit derrière moi. La requête fut appuyée par le canon d'un revolver qui se planta dans ma nuque. Un argument plus que convaincant. Il fallut obtempérer. « Bien, maintenant tourne-toi. » Je me suis retournée et le canon du pistolet se retrouva exactement devant mes yeux. Un spectacle captivant, je vous assure, comme un tunnel ferroviaire. Un tunnel où attendait son heure un train de plomb mortel. Il y en avait 3, comme on me l'avait prévenu. Tous étaient poussiéreux, sombres, non rasés, avec de longs cheveux blonds. Sur le fond du paysage mort des dévastations, ils semblaient assez naturels. Les frères Garter, que le diable les emporte. Une famille de choix, vraiment. « C'est lui-même !» s'exclama joyeusement celui qui tenait le revolver. À en juger par la cicatrice violacée qui traversait tout son visage, c'était le frère aîné, Fu John. « Écoutez les gars, commençai-je. Mais John me planta brutalement le canon du revolver dans la figure et hurla. « Tais-toi, salaud! Harvey, prends-lui l'arme. » L'un des frères, celui qui se tenait à droite, fit un pas vers moi avec méfiance et sortit mon colt de son étui. Alors, c'est lui, Harvey, le plus jeune. Donc, celui qui reste, le colosse au regard vide se tenant à droite de John, et Dick Garter, le boucher de Middle River. Un type effrayant. C'est probablement lui qu'il faut craindre le plus. Harvey est retourné à sa place. John m'a encore une fois pointé le canon du revolver sur le front. « Très bien, mon pote. Ne bouge pas, tu pourrais vivre encore quelques jours. Et surtout, ne ris pas. Ne souris même pas, satané larbin. Tu m'as compris? Si je te vois sourire, je te fais sauter la cervelle sur le champ. On nous donnera beaucoup d'or, même pour un mort. » J'ai hoché la tête. « Ne t'inquiète pas, Johnny. Le rire doit être sincère.
Je peux grimacer autant que je veux, mais ça ne donnera rien. Donc, vous êtes en parfaite sécurité, à moins que vous ne me fassiez rire par accident. J'ai compris ce qu'il allait faire une seconde avant lui. John Garter m'a frappé violemment à l'aine avec son pied. La douleur m'a plié en deux. Plié, mais pas tombé. Cela ne lui a pas suffi. Il m'a donné un coup de pied au visage. Cette fois, je suis tombée par terre. Du sang chaud coulait de mes lèvres éclatées le long de mon menton. Ma tête bourdonnait comme si j'avais bu 1 litre de whisky. « C'est drôle !» rugit Garter en crachant de la salive. « Ça te fait rire, espèce de salaud !» Il m'a encore frappé, la pointe acérée de sa botte s'enfonçant dans ma poitrine. « Nous ne te ferons pas rire, espèce de fils de pute, crois-moi. Bientôt, tu n'auras plus aucune raison de rire. » J'ai tenté de me relever, mais Johnny m'a donné un coup de pied dans l'épaule, si fort que je me suis retrouvée sur le dos. Son visage déformé par la fureur se penchait au-dessus de moi. La cicatrice était enflée et d'un rouge vif. Ses yeux brûlaient d'une rage folle. « Reste allongé. » Nous avons traîné dans ces foutues terres désolées pendant 2 semaines et avons failli crever de chaleur. Alors, ne nous énerve pas et bouge-toi quand on te le dit. Je te jure, c'est même vexant. Je t'aurais bien tiré dessus ici même. Mais Aberheim paie le double pour les vivants. Aberheim. Sale charlatan, petit médecin prétentieux avec plein d'ambition. Voilà celui qui les a envoyés après moi. Tout est clair maintenant, mais je m'en prendrai à lui. Dieu me garde, tôt ou tard, je lui réglerai son compte. Le fou de John Garter se calma un peu et s'écarta, lançant à son frère: « Attache-le, Harvey. » Harvey s'attela à exécuter les ordres, tandis que John et Dick me gardaient en joue avec leurs revolvers, pendant qu'ils s'occupaient de la grosse corde. Enfin, le plus jeune avait terminé avec tous les nœuds, me ligotant les bras et les jambes. Pour être honnête, je pourrais me libérer sans difficulté. Vous aurez l'occasion de le constater par vous-même. Mais j'ai décidé de ne pas dévoiler toutes mes cartes pour l'instant. On ne sait jamais comment les choses pourraient évoluer. La journée touchait à sa fin. Un vautour noir traçait lentement des cercles dans le ciel qui s'assombrissait. Un ciel parfaitement dégagé, sans le moindre nuage. Comme toujours ici, la dernière fois que les terres désolées ont vu des nuages remonte à plus de 100 ans. Le soleil, rouge et enflé, descendait vers l'horizon. Je doutais que C.A. Gala puisse voir le prochain coucher de soleil, mais je ne m'attendais pas à ce que tout se termine si rapidement. John, ayant bu à sa flasque, tira sur l'extrémité libre de la corde. « Lève-toi, vermine de vache. » Je me suis levée maladroitement. Il s'est approché de moi et a murmuré entre ses dents: « D'abord, Aberheim t'étudiera, puis il te remettra aux habitants de Marston. Tu sais ce qu'ils vont te faire? Ils te brûleront, sur un immense bûcher sur la place centrale. Ils te brûleront vif parce que tu es un putain de sorcier. La semence du diable, comme ils disent. Quant à moi, je ne crois pas à toutes ces histoires qu'on raconte sur toi. Mais je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien de drôle à prévoir. Compris? » J'ai hoché la tête. À Marston, il ne m'aimait pas, c'est vrai. Il me détestait profondément. Donc, il n'y avait pas de doute sur la véracité de ses paroles concernant le bûcher. J'ai léché mes lèvres ensanglantées. « Si tu ne crois pas aux histoires à mon sujet,
Pourquoi as-tu interdit de rire ?» Sans répondre, John recula d'un pas et me donna un coup de pied dans l'estomac avec toute sa force. Je m'effondrai comme un pantin, incapable même de me soutenir sur les mains. Le monde tourna autour de moi, des cercles de feu apparaissant devant mes yeux, une douleur sourde et intense éclatant dans mon plexus solaire. La respiration me manqua. Mes poumons exigeaient vainement de l'air. Des larmes commencèrent à couler. John, parfaitement fidèle à son surnom, me frappa encore 2 fois, dans les reins. Je réussis enfin à respirer et laisser échapper un gémissement. Et ensuite, Dick Garter a précipité la perte de lui-même et de ses frères. Il se tourna vers l'aîné et, baissant légèrement les yeux, lui dit « Johnny, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'être si dur avec lui. » Vraiment, ce spectacle valait bien la douleur endurée. Richard Garter, surnommé le Boucher, qui avait personnellement anéanti toute la population de la ville de Middle River il y a quelques années, y compris les enfants, les chats et les chiens, celui qu'on appelait l'homme le plus impitoyable du siècle. Cet épouvantable monstre saignait, les yeux baissés avec modestie, et demandait timidement à son frère dément, qui ne lui arrivait même pas aux épaules, de se montrer plus clément avec moi. Il est rare de voir quelque chose de plus comique. Je ne pus contenir un sourire. Pour être honnête, je n'ai même pas essayé, sentant le rire monter en moi. Harvey, sans me quitter des yeux, poussa un cri d'avertissement. Dick et John se retournèrent, leurs visages tirés, les yeux ronds comme des dollars d'argent. Leurs têtes me firent éclater de rire. Incapable de me retenir plus longtemps, je ris à gorge déployée, ignorant la douleur qui se réveillait dans mon ventre. Il faut lui rendre justice. John réussit à dégainer son revolver, mais pas davantage. À l'instant suivant, ses doigts se relâchèrent et l'arme tomba au sol. Les forces avaient déjà quitté les Garter, et maintenant, alors que je riais, leur vie s'évanouissait rapidement, s'échappant comme la poussière grise des terres désolées entre les doigts. La peau de leur visage se desséchait, se déchirait, les yeux s'enfonçaient, les cheveux tombaient en mèches entières. De leurs manches et de leurs pantalons tombait du sable incolore. Quelques instants auparavant, leurs muscles, entrailles et sang. Cela ne dura que quelques instants. Je n'avais pas encore fini de rire, qu'ils étaient déjà réduits en poussière, des squelettes desséchés, emmêlés dans leurs vêtements, misérables et inutiles restes de personnes puissantes et fières à leur manière. Tout en étouffant encore de rire, je commençais à défaire les nœuds grossiers. Cela ne prit pas plus d'1 minute. Dommage que les Garter ne puissent voir ça. Sinon, ils seraient complètement stupéfaits. Lorsque je fus enfin libre, la coupure sur mes lèvres était déjà cicatrisée. La douleur dans ma pommette et mon plexus solaire avaient disparu, et les mouches devant mes yeux s'étaient évaporées. Une énergie bouillonnait dans tout mon corps. Si nécessaire, mes jambes étaient prêtes à me porter jusqu'au bout du monde. Je souris au soleil couchant et m'approchais des cadavres défigurés et répugnants des frères. Je ressentis une certaine pitié pour eux, peut-être parce que je connaissais bien leur arrière-grand-père, un homme digne et fiable. Le vieux Henry Garter, l'un de mes meilleurs amis, sévère et honnête. Des misérables comme ses descendants, il les pendait sans jugement ni procès. Je pris les revolvers des frères,
leurs ceintures, les munitions, les couteaux et les bagues. Puis, je me penchai sur les restes de Dick et retirai du squelette décomposé un médaillon en argent. C'est ce médaillon qui servira de preuve que le boucher de Middle River et ses 2 parents sont morts. Quelle ironie du sort! Quelle coïncidence cruelle et savamment orchestrée! Ils me pourchassaient sur les ordres du docteur Aberheim de Marston, mais je ne les attendais pas sans raison. Le shérif Hatton, là où ces hommes avaient laissé leurs traces, souhaitait qu'ils soient punis et m'avait promis 300 pièces d'or, 100 pour chaque frère. Si je ne me trompe pas, ces malheureux ont laissé leurs chevaux non loin, dans le canyon que j'avais repéré ce matin. Je pourrais obtenir encore autant pour les chevaux. Le soleil était presque couché. Son immense disque orange et flou était à moitié englouti dans le mirage tremblant de l'horizon. Je lui fis un signe de la main. Depuis de nombreuses années, au son de mon rire, les gens et les animaux autour de moi se transformaient en vieilles momies en quelques secondes. Les plantes se fanant, la terre se desséchant, et leur vie me revenait. Seul le soleil n'a jamais eu peur de mes facéties et n'en a jamais souffert. Donc, en sa présence, je pouvais rire librement, sans craindre pour ma réputation. Eh bien, le soleil est meilleur que bien des gens que je connais. Au moins, on peut toujours compter sur lui. Je me dirigeais vers le canyon. Le vent, apportant un léger hennissement depuis là-bas, confirmait ma supposition. Le profit s'annonçait considérable. Peut-être que bientôt, je construirai enfin une petite maison quelque part dans les terres désolées, loin de toutes les routes et sentiers. J'y vivrai seul, ne parlant qu'avec le soleil et le vent, et me divertissant uniquement avec les marmottes et les vautours. Je me demande combien de siècles je pourrais ainsi survivre. Le royaume d'Hadès. En arrivant dans le royaume d'Hadès, les âmes se retrouvent dans une chambre éblouissante de taille incroyable et se voient mutuellement comme nous voyons les spectres. Mais lorsqu'elles se touchent entre elles, elles ressentent la densité de leurs corps spectraux et, en rencontrant un ami, peuvent l'étreindre ou lui serrer la main. Les serviteurs d'Hadès appellent ces chambres le vestibule du purgatoire. Beaucoup de ceux qui se retrouvent dans cette chambre ne sont pas immédiatement convoqués au jugement divin et peuvent errer pendant longtemps dans le vestibule du purgatoire, émerveillés par le fait que, quelle que soit la direction qu'ils prennent, les dimensions de la chambre s'agrandissent instantanément. Mais dès que l'âme est convoquée au jugement divin, un ange imposant apparaît à côté d'elle et la conduit à destination. Errant dans le vestibule du purgatoire, beaucoup se demandent quels actes de bienveillance ils ont accomplis dans leur vie passée et pour quels actes ils pourraient être punis. Pour ces esprits oublieux, les murs, qui se fondent dans l'espace énergétique, reflètent des épisodes de leur vie, leur offrant des réponses à leurs questions. Beaucoup de choses qu'ils verront sont précisément celles qu'ils auraient préféré oublier. Les anges imposants, serviteurs d'Hadès, retrouvent l'âme nécessaire dans la foule et la dirigent vers la chambre suivante, la salle d'attente.
il la place dans l'une des 3 longues files d'attente. Devant chaque file, un grand tableau avec un écran énergétique. Derrière les tables, siègent les fils d'Hadès, incarnant le jugement divin. L'âme suivante s'approche de lui, accompagnée des serviteurs, et prend place dans le carré délimité par des lignes de feu devant la table. Du haut, un faisceau énergétique intense descend, et l'âme recouvre à nouveau son corps physique, tel qu'elle l'avait lors de sa vie. En s'approchant de l'écran énergétique, l'appelé voit y apparaître des cavités pour la tête et les mains, et, dès qu'il les touche, l'écran énergétique, côté fils d'Hadès, montre comment la vie a été vécue, et le fils d'Hadès indique, par la porte que le visiteur suivant doit emprunter. Sur la première porte blanche à gauche, une inscription en lettres d'or, le paradis. Sur la deuxième porte de même couleur, le paradis infernal. Sur la troisième porte noire, l'enfer. Tous les arrivants comprenaient bien ce qui était écrit. Près de chaque une des 3 portes se tenaient 2 gardiens, possédant une force suffisante pour arrêter quiconque voudrait entrer par la mauvaise porte. Mais, comme je l'ai appris, personne n'avait encore tenté de le faire. Un passage énergétique séparé du vestibule était réservé aux enfants décédés avant l'âge de 3 ans. L'ange, accompagnant l'âme de l'enfant de la planète Terre, la remettait à 2 petits anges qui l'accompagnaient dans une salle séparée où se trouvaient des lits bien rangés. Les petits étaient immédiatement couchés et on s'occupait d'eux jusqu'à ce que l'âme soit envoyée dans un nouveau cycle de vie, ou bien qu'elle rejoigne ses parents au paradis mixte, situé entre le secteur du paradis et le secteur du paradis infernal. Les enfants de 3 à 9 ans sont accueillis par des anges qui les accompagnent dans un immense salon réservé uniquement à eux. Ils se matérialisent et ont la possibilité de faire tout ce qu'ils désirent. Dans ce vaste salon spatial, il y a beaucoup de couleurs, toutes sortes de jouets, de nombreux arbres fruitiers chargés de fruits mûrs, de jolies maisonnettes colorées où ils peuvent vivre. Des anges leur servent de domestiques et exécutent tous leurs caprices. Les souvenirs ont été effacés de la mémoire des enfants. Ils ne sont pas tristes à l'idée de leurs parents, se sentant comme une grande famille joyeuse. Ils vont vivre ici jusqu'à ce qu'ils reçoivent une nouvelle affectation pour un nouveau cycle de vie. Dans le livre d'Hadès, il est écrit que si les enfants pêchent avant l'âge de 9 années, c'est les parents qui subiront le châtiment. À partir de 9 années, les enfants seront eux-mêmes tenus responsables du mal qu'ils ont commis. Le châtiment pour les enfants de 9 à 15 années diffère grandement de celui des adultes. Ils purgent leur peine dans le paradis infernal, avec ou sans leurs parents. Le vestibule où j'ai commencé ma découverte du monde d'Hadès est destiné aux civils qui arrivent uniquement de la planète Terre. Mais il existe d'autres vestibules pour les militaires, les agents de l'ordre, les fonctionnaires de tous les niveaux, les ecclésiastiques et ceux qui ont purgé leur peine en prison. Il y a des milliers de vestibules et leur nombre augmente en fonction de la population de la planète Terre. Il existe des portails pour les criminels repentis qui mènent au monde de vengeance et de châtiment. C'est là que sont dirigés ceux qui ont commis de mauvaises actions et dont le nombre requiert une vengeance. Avec tous ces portails et mondes, nous allons nous familiariser progressivement. Le
paradis féminin. Ayant franchi la porte avec l'inscription paradis, nous nous sommes retrouvés sur une prairie verte dont les dimensions s'étendaient jusqu'à l'horizon. Ici, une variété incroyable de fleurs poussait en abondance, qui jamais ne se flétrissaient, étaient toujours fraîches et exhalaient des arômes les plus étonnants. Au-dessus des fleurs, volaient des papillons et des oiseaux de taille incroyable, tous représentant des beaux mondes de Zeus. Ici, on pouvait voir des tulipes de la taille d'un petit arbre, des abeilles de la taille d'un oiseau, collectant le nectar parfumé, approvisionnant le paradis en miel. À travers la belle prairie, coulait un ruisseau dont le courant était si imperceptible qu'il semblait avoir somnolé. Nous avons traversé le ruisseau par un pont couvert de fleurs. Au-delà du ruisseau, nous avons passé par un portail énergétique et nous sommes retrouvés dans une vallée fleurie. Ici, j'ai vu de nombreux jardins et parcs. Partout étaient visibles des lacs, des forêts, des collines pittoresques et des montagnes élevées. Tout cela avait des couleurs incroyablement vives, surpassant de dizaines de fois celles de la Terre. Cette diversité étonnante de nuances ravissait la vue. Et il était difficile de détacher les yeux de ce monde merveilleux et de cesser de l'admirer. Au-dessus de tout, ce spectacle, un ciel bleu éclatant. Il n'y a pas de soleil ici, mais on ne s'en aperçoit pas, car tout autour est saturé de lumière solaire. Il y a également des crépuscules, mais ils ne procurent pas de fraîcheur. Au paradis, la température est partout la même et constante, 27 degrés. Il y a également des secteurs où l'hiver prévaut, avec de la neige et un petit froid. Le paradis est divisé en secteurs, comme notre planète est divisée en pays, mais les dimensions de ces secteurs peuvent être beaucoup plus grandes que tous les pays réunis. Le paradis est divisé en 4 secteurs principaux: le paradis féminin, le paradis masculin, le paradis mixte et le paradis infernal. Chacun d'eux peut avoir de nombreuses régions avec des caractéristiques naturelles différentes. Le paradis féminin et le paradis masculin sont séparés l'un de l'autre par un mur énergétique que seuls les dieux peuvent traverser. Le mur énergétique ne sépare pas seulement, mais rend également invisible ceux qui se trouvent de l'autre côté. En arrivant au paradis, même une vieille femme devient instantanément plus jeune, à l'âge de 24 ans. La mémoire de sa vie passée est effacée et elle se sent comme si elle venait de se réveiller. Tout ce qu'elle voit autour d'elle lui est familier, car la mémoire de la vie qu'elle vivra ici est implantée en elle. Les filles et les jeunes filles ont à leur disposition des gnomes qui leur servent et exécutent leurs souhaits. Les filles peuvent choisir leur maisonnette dans n'importe quel secteur du paradis et dans n'importe quel endroit qui leur plaît, pour y vivre et s'adonner à leur occupation favorite. Ceux qui arrivent au paradis conservent en mémoire les compétences qu'ils avaient lors de leur vie. Si une fille veut apprendre quelque chose, les gnomes filles lui viennent en aide et exécutent toutes ses demandes. Par exemple, si une fille aimait coudre, on lui fournira tous les matériaux et les modèles de vêtements, et on l'aidera en tout. Au paradis, les filles portent des vêtements blancs, mais il ne leur est pas interdit de porter des vêtements à leur goût. Au paradis, on se nourrit de fruits et légumes variés, de lait et de produits laitiers. Les filles peuvent elles-mêmes cueillir les légumes
et préparer des salades. Les produits laitiers sont livrés par les gnomes. Ici, il y a de nombreux lacs et cascades magnifiques où les filles peuvent se baigner. Dans les eaux des lacs, on peut rencontrer des sirènes ravissantes. Ici, il n'y a pas de toilettes et tous ceux qui se trouvent au paradis ne ressentent pas le besoin de nettoyer leur intestin, peu importe la quantité de nourriture consommée. C'est ainsi que sont organisés les organismes dans le monde du dieu Hadès. Au paradis féminin, il y a beaucoup de fleurs et d'oiseaux. Et tous les oiseaux sont des femelles. Ici, on peut également rencontrer des milliers de variétés de belles papillons, ravissant les yeux. Si les filles veulent écouter de la musique, les filles gnomes peuvent jouer des mélodies à tout goût. En se trouvant au paradis, les filles comprennent l'importance de ce lieu et le fait qu'elles y sont arrivées en raison de leurs bonnes actions ou des souffrances endurées. Mais elles ne se souviennent de rien de ce qui leur est arrivé. Au paradis, elles vont rester pendant un délai déterminé. Puis, elles seront envoyées dans un nouveau cycle de vie et leur sera offerte l'une des meilleures destinées. Mais comment elles la vivront dépendra uniquement d'elles-mêmes. Le paradis masculin. Lors de ma prochaine visite, nous nous sommes rendus avec Hadès au paradis des hommes, qui diffère du paradis féminin. Le paradis masculin est situé à côté du paradis féminin. J'ai vu le même monde magnifique avec des couleurs vives, ravissant l'âme. Sur les pentes des montagnes, des troupeaux de chevaux qui avaient souffert pendant les guerres paissaient. Ici, ils vivront leur durée de vie et courront librement dans les espaces infinis. Au paradis masculin, il y a moins de fleurs, mais plus de jardins et de parcs, de terrains de sport. Ici, on voit rarement des promeneurs vêtus de blanc. Pour la plupart, j'ai vu des hommes en tenue sportive, pratiquant des sports, organisant des compétitions entre équipes et entre eux-mêmes. Nous n'avons pas marché avec Hadès, mais nous nous sommes déplacés vers les endroits qui m'intéressaient. De grands et de petits lacs, des cascades nous rencontraient assez fréquemment. Sur les berges et dans l'eau, j'ai vu ceux qui aimaient se baigner. Ici, partout, on pouvait rencontrer des jardins fleuris et des buissons chargés de fruits mûrs. Les grosses baies attiraient à elles et procuraient un vrai plaisir gustatif. Ceux qui se trouvaient au paradis ne souffraient pas de la faim et mangeaient uniquement lorsqu'ils voulaient se rappeler et ressentir les sensations gustatives des fruits, des baies et des légumes. Chacun des jeunes hommes qui arrivent au paradis masculin est assigné à 2 gnomes qui aident leurs protégés et exécutent leurs souhaits. J'ai vu un artiste peindre, un poète composer des vers, un menuisier travailler dans son atelier et créer des meubles beaux. Les belles choses créées au paradis restent à la disposition de ceux qui y arrivent. Tous, au paradis masculin, retrouvent leur jeunesse. Le paradis masculin est divisé en de nombreux secteurs avec des climats et des saisons différentes, ce qui n'est pas le cas du paradis féminin. Nous nous sommes déplacés dans une région montagneuse où régnait un automne splendide avec des couleurs si vives et si inhabituelles que nous avons eu envie de contempler et de nous délecter de ce spectacle à jamais. Il était difficile de croire que ce ciel d'un bleu intense et infini, et tous ces mondes merveilleux, se trouvaient dans le royaume souterrain d'Hadès.
Le secteur suivant s'est avéré être hivernal. Il était étonnant de voir les vastes étendues enneigées, avec les sommets des montagnes scintillant de blancheur. Ici, les amateurs de divertissements hivernaux se reposaient. Il faisait légèrement froid, mais pas plus que très frais, et la neige crissait agréablement sous les pieds. Partout, des chalets étaient éparpillés, et de la fumée blanche s'élevait des cheminées. Le paradis mixte. Dans le secteur du paradis mixte, vivent ensemble les hommes et les femmes. Ici, les couples qui s'aimaient lors de leur vie et qui ont conservé leur amour sont réunis. Si l'un d'eux a quitté le cercle de la vie en premier, il attend ici son aimé. Celle-ci apparaît dans le sya, où elle a conservé ses sentiments à son égard et n'a pas commis de mauvaises actions. Celui qui n'a pas attendu son aimé est envoyé au paradis masculin. La jeune fille qui n'a pas attendu son aimé est envoyée au paradis féminin. Dans le paradis mixte, on peut choisir une maisonnette à son goût, toutes ne dépassant pas 2 étages. Ici, la mémoire de la vie vécue n'est pas effacée et les couples amoureux retrouvent leur jeunesse et continuent d'aimer l'un l'autre de manière platonique. Le temps s'écoule au paradis de la même manière qu'il le fait sur terre. Si, dans le cercle de la vie, vous aviez des enfants, vous pourrez les retrouver, mais uniquement s'ils n'ont pas commis d'erreur qui serait punie. Si vous vous êtes séparés d'eux à l'âge de plus de 15 ans, peu importe l'âge auquel ils sont morts, ils reviendront à vous à l'âge de 15 ans et resteront ainsi éternellement. Si vous avez perdu vos enfants ou vous êtes séparés d'eux lorsqu'ils avaient moins de 15 ans, c'est à cet âge exact que vous les retrouverez dans votre nouvelle demeure. Ils resteront avec vous à cet âge pendant tout le temps que vous passerez ici. Dans le paradis mixte, les couples restent ensemble tant que leur amour dure ou qu'il n'apparaît pas de signe de jalousie. Dès que l'amour s'éteint, toute la famille est envoyée dans un nouveau cercle de la vie. Le paradis d'Hadès. Lors de ma dernière visite, j'ai trouvé Hadès dans son château. Ici, il me faut décrire le lieu de résidence d'Hadès. Le château est construit en pierre rouge et, sur fond de teintes sanglantes du paysage, il brille comme un cristal. Le château est renforcé par 6 puissantes tours en forme de dôme. À l'intérieur du château, le palais est fait de pierres blanches sous des tuiles rouges. Le château est bâti sur une énorme falaise, entourée de précipices abyssaux, au fond desquels coule une lave volcanique. Au-dessus du précipice, un beau pont s'élève, que le maître du château n'a jamais utilisé. Devant le pont, un torrent de feu de kilomètres de longueur jaillit de la lave enflammée. Hadès était assis dans son cabinet de travail, regardant pensivement le feu dans la cheminée. Je lui ai demandé ce qui le préoccupait ainsi, et Hadès m'a raconté qu'une âme humaine était venue à lui, qui avait commis de nombreuses erreurs pour lesquelles des châtiments étaient prévus, mais qui, au cours de sa vie, avait également accompli beaucoup de bien pour les autres et avait ainsi gagné leur gratitude. Mais tout le bien qu'elle avait fait ne surpassait pas le mal qui était comptabilisé à son encontre. Hadès était ravi de bavarder, et l'âme sur laquelle il réfléchissait, il l'a envoyée au paradis d'Hadès. Le paradis d'Hadès est divisé en 3 secteurs principaux, et chacun d'eux est à son tour divisé en de nombreux secteurs et cercles de l'enfer.
Les secteurs du paradis féminin et masculin sont séparés par un mur énergétique en deux moitiés. D'un côté, il y a le paradis et de l'autre, l'enfer. Ici arrivent ceux qui, pendant leur vie, ont accompli de bonnes actions, mais ont également commis de nombreuses erreurs. Dans le mur énergétique, il y a de nombreuses portes. Selon la quantité de mal et d'erreurs commises dans l'enfer, ils expient pendant 4 heures par jour, une semaine, un mois, un trimestre et jusqu'à 6 mois. Le mal commis dans le cercle de la vie sera expié jusqu'à ce qu'il soit entièrement effacé. Et ce n'est qu'après cela que cessera la visite de la moitié de l'enfer. Ici, il y a également un secteur mixte du paradis d'Hadès, où vivent des couples, des familles et tous ceux qui doivent expier leurs péchés. Et ils le feront obligatoirement. Si votre enfant a commis du mal avant l'âge de jeunesse, alors les parents en seront responsables et le feront expier à sa place. À partir de l'âge de jeunesse, les enfants qui ont commis du mal ou des mauvaises actions, violé les commandements divins, tels que le manque de respect envers les parents, la grossièreté envers les parents, l'injure, la violence envers les camarades, le tabagisme, la consommation de drogue, etc., commencent à les expier eux-mêmes, mais leur cercle de punition diffère fortement de ceux des adultes. Les enfants de plus de 15 ans expient leurs péchés selon les cercles de l'enfer, comme les adultes. Dans le paradis d'Hadès, le temps agit de manière identique dans tous les secteurs et est égal au temps terrestre. Celui qui arrive ici conserve entièrement la mémoire de sa vie vécue. Dans le secteur mixte, arrivent également ceux qui, pendant leur vie, ont conservé leur amour, mais qui, pour l'amour, ont commis du mal qui sera expié ici, en fonction de la gravité de la faute commise. Dès que l'amour passe ou que les péchés sont expiés, les couples et les familles sont envoyés dans un nouveau cercle de la vie. Si votre amour est fort et que vous avez expié vos péchés, vous récupérez votre jeunesse et dans le secteur du paradis mixte, vous pourrez vivre autant que durera votre amour, ce qui peut être éternel ou jusqu'à ce que vous soyez nécessaire pour un autre cercle de la vie. Dans le paradis d'Hadès, la moitié de l'enfer est commune pour les hommes et les femmes. C'est le désert d'Hadès avec des carrières de pierre, ayant une température constante de plus 300 degrés Celsius. Les corps reçus dans le monde d'Hadès peuvent supporter cette température, mais ils souffriront intolérablement. Les femmes et les hommes entrent dans le désert d'Hadès vêtus, mais en sortent déjà sans vêtements. Chacun qui arrive dans ce cercle de l'enfer reçoit une norme spécifique et il vaut mieux la remplir dans les 4 heures. Le paresseux travaillera jusqu'à ce que le travail soit accompli. Le nombre de ceux qui arrivent dans le désert d'Hadès est divisé en 2 parties égales. La première moitié des pécheurs est envoyée dans le désert d'Hadès avec des corbeilles en fer et ramasse des pierres chaudes à 300 degrés Celsius. En 4 heures, ils doivent ramasser 20 corbeilles et les porter dans les carrières de pierre. L'autre moitié des pécheurs est dirigée vers les carrières de pierre. Chacun reçoit une pioche avec un manche en bois et, avec cette pioche, ils doivent casser des pierres pendant 4 heures, jusqu'à ce que la norme soit remplie. La prochaine fois, les pêcheurs échangeront de place. Pendant que les pêcheurs travaillent, leurs corps sont recouverts de brûlures atroces et de cloques.
la chair souffrant constamment d'une douleur insupportable. Au-dessus du désert, des cris et des gémissements retentissent. Les trolls observateurs, avec des fouets, encouragent les paresseux, et à chaque coup, les muscles sont déchirés jusqu'aux os. Les corps reçus dans le monde d'Hadès, en fonction de la punition, peuvent avoir ou ne pas avoir de sang. Mais dans presque tous les secteurs de l'enfer, les pécheurs sont indépendants de l'oxygène. Dès que la norme est remplie, le pécheur reçoit la permission de boire un demi-litre d'eau de la rivière Styx, et son corps se restaure rapidement et complètement. Après cela, ils peuvent retourner dans la moitié du paradis, l'enfer d'Hadès. Le royaume d'Hadès est situé à une profondeur de 3000 km de la surface. Une fois passé la porte avec l'inscription « Enfer », nous voyons une rivière de feu, où se baigne une déesse de feu de taille colossale. Les pécheurs traversent la rivière de feu par un pont, gardé par un grand chien à 3 têtes nommé Cerbère. Il est impossible de passer par ce pont dans l'autre sens. Cerbère n'est pas un chien ordinaire fait de chair et de sang. Les parties de son corps sont faites de l'acier le plus résistant. Il peut rapidement transformer un barreau de fer en petits morceaux tordus. Au-delà de la rivière de feu, il y a les sables infinis du désert de l'enfer, divisés en milliers de secteurs. 6 secteurs diffèrent les uns des autres par les méthodes de punition des pécheurs. C'est le premier cercle de l'enfer pour tous les arrivants ayant des crimes et des erreurs mineures. Une partie des arrivants purgera sa peine ici, mais pour beaucoup de criminels, c'est juste une mise en jambe avant de tomber dans d'autres cercles de l'enfer. Comparativement à eux, le désert de l'enfer semblera une promenade légère. À travers le désert de l'enfer, les trolls conduisent les pécheurs vers les lieux de leur punition. D'abord, leur chemin les mène à la rivière Styx. Pour beaucoup de pécheurs, traverser le désert est au-delà de leurs capacités humaines. Ici, la température atteint 200 degrés Celsius. Les sables sont brûlants. Tous marchent pieds nus et vêtus de capes noires qui couvrent leur chair. Les hommes et les femmes sont mélangés. Ils sont dans l'âge où ils ont quitté la vie terrestre. Ceux qui arrivent ici ne voient pas leur vie passée effacée de leur mémoire. Beaucoup d'hommes essayent d'aider les filles et les femmes à marcher sur les sables. Mais bientôt, ils rampent eux-mêmes avec des brûlures très graves. Ceux qui sont déjà à bout de force et essayent de ramper, les trolls les aident avec un fouet garni de pointes acérées. Des millions de mortels, représentant de différents pays et peuples, traversent chaque jour le désert de l'enfer. Des milliers de trolls les aident dans cette tâche. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont traînés. La distance entre la rivière de feu et la rivière Styx est de 320 verstes. La rivière Styx est si large que l'autre rive n'est pas visible, et elle est constamment enveloppée d'un brouillard jaune-rose. Maintenant, il y a tellement de pécheurs que les assistants de Charon, prenant son apparence, se sont mis à les transporter sur l'autre rive. Ils les font traverser sur de grandes barques qui peuvent contenir jusqu'à 300 personnes. Le fleuve Styx coule en cercle fermé, à l'intérieur duquel se trouve la terre infernale. Ici, il y a des milliers de cercles de l'enfer, et chacun d'eux est divisé en de nombreux secteurs. Les trolls, contrôlés par les anges sombres, dirigent les pécheurs vers les secteurs où ils doivent subir leur châtiment.
Les nouveaux corps ne diffèrent en rien de ceux que vous aviez sur le cercle de la vie, mais ils sont tout aussi sensibles à la douleur et ne peuvent être détruits définitivement par aucune torture. Ici, les pécheurs obtiennent l'immortalité dont ils rêvaient tant dans leur vie terrestre. Beaucoup ont tenté de s'évader de l'enfer, se jetant dans le fleuve Styx et rêvant de se reposer dans ses eaux. Mais dès qu'ils s'émergeaient dans ces eaux, un feu infernal éclatait autour de leur corps, et les pécheurs éprouvaient des tourments tels qu'ils s'efforçaient de quitter les eaux du Styx le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont commis des crimes et des fautes mineures, le secteur de l'enfer est représenté par des montagnes de feu. La lave coule le long des pentes et des rochers, s'écoulant dans les fissures qui traversent la région en grand nombre. La température atteint 300 degrés. Les corps souffrent, mais ne se détruisent pas. Les hommes et les femmes travaillent ensemble. Pendant 20 heures, ils doivent tailler les rochers incandescents avec une pioche, ramasser les pierres détachées à main nue, puis les porter et les jeter dans la lave. Le manche de la pioche en métal est tellement chaud qu'il adhère immédiatement aux paumes, les transformant en une plaie ouverte. Tous reçoivent la même norme et doivent la remplir dans un délai défini. Une fois ce délai écoulé, tous ceux qui ont rempli leurs normes peuvent se reposer pendant 4 heures. Chacun reçoit 1 litre d'eau du Styx et un petit poisson, pas plus de 5 cm de longueur. Dans l'enfer, il existe également des secteurs situés près de la rivière Styx, où ceux qui y travaillent doivent eux-mêmes attraper un petit poisson pour se nourrir. L'eau bue guérit le corps et les blessures et les brûlures disparaissent de sa surface. Le poisson peut être préparé très rapidement en le plaquant contre une roche où il se grille rapidement. Ceux qui n'ont pas rempli leurs normes reçoivent également de l'eau et du poisson. Mais dès qu'ils tentent de boire l'eau, elle se transforme en feu à l'intérieur de leur corps. Et le poisson, plaqué contre la roche, brûle complètement. Tenter de manger le poisson cru se solde par sa transformation en feu. Si quelqu'un veut se coucher pour dormir sans avoir rempli sa norme, son lit se transforme en fournaise ardente et le pécheur saute rapidement hors du lit. Ils doivent dormir là où ils travaillent. Ils continuent à remplir leurs normes jusqu'à ce qu'ils l'aient accompli. Pendant 24 heures, les damnés ne peuvent pas dire plus de 20 mots, et s'ils violent cette règle, ils sont flagellés avec des fouets de feu. Les hommes et les femmes travaillent ensemble, nus, et conservent leur attraction mutuelle. Mais dès qu'ils se touchent, un feu éclate entre eux, et leurs corps deviennent incroyablement déformés. Dans cet état, ils doivent expier leur peine jusqu'à la fin de leur sentence. Cela s'est produit lorsque j'étais étudiant à l'université. C'était l'hiver, la fin du semestre académique. Maintenant, je comprends que tout aurait pu être complètement différent si ce n'était pas pour un petit détail. En approchant de l'arrêt de bus, je feuilletais les chansons sur mon lecteur de musique. J'ai cette habitude. Si une chanson ne correspond pas à mon humeur, je ne la écoute pas. Même maintenant, je peux perdre quelques minutes, assis dans la voiture, à chercher une chanson qui convienne à mon état d'esprit. Alors, j'étais tellement absorbée
que je suis passée à côté de l'arrêt de bus battu par le vent, où, dans la pénombre du soir, un petit groupe d'étudiants attendait avec impatience l'arrivée du bus. Lorsque la chanson que je cherchais a commencé à jouer dans mes écouteurs, je me suis ressourcée, mais je n'ai pas voulu rebrousser chemin. J'ai décidé de prendre le bus à l'arrêt suivant, qui était à 5 minutes de marche. Cette décision a tout changé. Et voilà, je me retrouve seule à l'arrêt de bus. Le vent fait osciller au-dessus de ma tête le réverbère. Le bus est arrivé. Pas le mien. J'ai compris cela immédiatement, même si je ne pouvais pas voir le numéro. Simplement, je connaissais les bus de ma ligne, nouveaux, blancs et verts. Et celui-ci était vieux. Beaucoup de gens doivent encore se souvenir d'eux, probablement. De couleur orange avec des phares ronds. Le bus, avec un grincement de frein, s'est arrêté à l'arrêt. Le panneau avec le numéro de la ligne indiquait que la destination finale était la gare. Ayant décidé que je pourrais rejoindre mon foyer en 10 minutes à pied depuis la gare et que je pouvais attendre mon bus habituel pendant une demi-heure, j'ai saisi le montant rouillé et suis entrée par la porte avant. Le salon était presque vide. Dans la lumière jaune des lampes, j'ai distingué à peine 4 silhouettes à l'arrière. J'ai pris place près de la fenêtre à l'avant. Les portes se sont fermées avec un sifflement. Le bus s'est éloigné de l'arrêt avec douceur, comme un paquebot quittant le quai. De mon siège, je pouvais voir les mains du conducteur posées sur le volant. Pendant environ 1 minute, je me suis abandonnée à la chaleur, somnolent à demi. De temps en temps, je jetais un coup d'œil par la fenêtre, songeant à des riens, en regardant mon reflet dans la vitre qui séparait la cabine du conducteur du salon. Dans le reflet derrière moi, le salon et les silhouettes sombres des passagers à l'arrière étaient assez nettes. Et là, je me suis raidie. Il m'a semblé, l'espace d'un instant, que les passagers derrière moi me fixaient intensément du regard. Mais ce n'est pas cela qui m'a effrayée, c'est que, soudain, ils semblaient avoir avancé de 2 rangées de sièges. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu si peur. Eh bien, ils ont changé de place. Oui, tous les 4. Ça veut dire qu'ils voyagent ensemble, tous vêtus de sombre. Non, plutôt de gris. Des combinaisons ou des robes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui dans cela aurait pu me faire peur? J'ai essayé de comprendre, continuant à regarder les passagers. Et là, l'un d'eux a tendu la main en avant. Les 3 autres ont lentement tourné la tête vers lui, puis se sont fixés sur moi. Les visages, je pouvais difficilement les distinguer. Le reflet tremblait avec le verre, et je n'avais pas envie de me retourner. Il n'y avait pas de monstre là-bas, pas d'extraterrestre non plus, pas de crocs, pas d'yeux noirs sans fond, juste des visages simples, des visages gris avec des traits grossiers ressemblant à ceux des ouvriers sur les anciennes affiches. Ils me regardaient, tous les 4. Le grondement du moteur s'est affaibli. Le bus approchait de l'arrêt. Et déjà, l'idée m'est venue de filer d'ici, loin de ces gens étranges. Qui sait ce qu'ils ont en tête? Dans le bus, ils ne me toucheraient probablement pas. Mais d'un autre côté, à notre époque, tout peut arriver. L'arrêt a disparu derrière la fenêtre. J'ai retiré les écouteurs de mes oreilles. Nous n'avons pas arrêté. D'un autre côté, qui a dit que nous devions nous arrêter ici? Je n'avais jamais pris ce trajet. Peut-être qu'il ne devait pas s'arrêter à cette station. Je n'avais pas peur,
et ne paniquez pas, tout était trop ordinaire. Mais lorsque j'ai regardé à nouveau le reflet du salon devant moi, j'ai même rentré la tête dans les épaules. Ils étaient déjà debout, tous les 4, debout, sans même se tenir au montant. Et ils me regardaient. Des visages gris, des yeux gris, et je me suis retournée, et je me suis levée. J'ai essayé de faire cela paraître le plus naturel possible. J'ai regardé en arrière avec un air dégagé, simplement comme ça. Et immédiatement, je me suis levée, tournée vers eux de côté, le visage vers la fenêtre, me tenant au montant au-dessus de ma tête. Il y avait un seul pas jusqu'à la porte avant. À la prochaine arrêt, je descendrai et continuerai à pied. Et puis, je vais essayer d'oublier cette étrange histoire, ma peur stupide et comment le montant sous ma main est devenu humide de sueur. Du coin de l'œil, je les regardais. Et eux, ils me regardaient. Faire semblant de ne pas remarquer cela pendant longtemps était stupide. Demander ce qu'ils voulaient était trop effrayant. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrêt et à descendre. La deuxième arrêt était déjà derrière nous. Nous ne nous arrêtions pas. Autobus de chantier, me suis-je dit. C'est pourquoi ces hommes avec des visages de travailleurs ordinaires étaient là. C'est pourquoi nous ne nous arrêtions pas. Et c'est pourquoi le bus était si vieux. Il transportait des travailleurs de l'usine à la gare ou chez eux. Et moi, j'étais montée dedans, le prenant pour un bus ordinaire. Voilà pourquoi ils me regardaient et pourquoi ils me montraient du doigt. Je ne me croyais pas moi-même. Ils sont partis, ne se cachant plus. Lentement. Pas de manière menaçante, mais comme des gens qui vont à leur poste de travail pour faire leur job. Avec une expression sur le visage, comme si un ouvrier posait une brique, un mécanicien serrait une écrou. Qu'il me soit permis, plus tard, dans la chambre chaude de la résidence universitaire, de rire de l'enfant effrayé qui s'était soudain révélé en moi. Mais maintenant, j'étais convaincue. Il venait vers moi. J'ai regardé par-dessus mon épaule dans la cabine. Maintenant que je me tenais debout, je pouvais voir l'homme à l'intérieur. Un vieil homme en pullover sombre au volant. Parfois, en fouillant dans une boîte de bric-à-brac, vous vous piquez avec un objet pointu. C'est ce qui m'est arrivé en tombant sur le regard dans le rétroviseur. Un regard calme, même légèrement moqueur. Il savait, il avait vu ce qui se passait dans le salon de son bus. Et les 4 hommes approchaient déjà. Je n'avais pas besoin de me retourner, je le savais. Dans ce genre de situation, il faut dire quelque chose comme « Vous avez des problèmes ? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais je n'ai pu que faire un mouvement de tête interrogatif et faible, comme si je demandais « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous êtes-vous approché de moi ? Vous avez besoin d'aide ? Ou de mon argent ? Ou de ma vie ? Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas honte de ma peur à ce moment-là. Il faut vivre cette expérience dans cet autobus, voir ces visages qui vous foncent dessus comme une roue de camion sur une canette de bière. La canette n'est même pas un problème, pas un obstacle, elle sera simplement écrasée au passage. L'un d'eux s'est penché entre les sièges et a sorti un grand sac en polyéthylène noir. Le deuxième a soulevé un sac en cuir brun qui était sous le siège. Quelque chose a tinté métalliquement à l'intérieur. Ils ont continué à avancer vers moi avec la même tranquillité. Des visages calmes, des mouvements mesurés.
le bus s'est brusquement arrêté. Et immédiatement, un vacarme, un tintement et le son d'une sirène ont retenti. Et les 4 hommes ont soudainement repris vie, avec une sorte d'agitation. Tendant le cou, ils regardaient derrière moi. Les portes se sont ouvertes et ils ont tous 4 couru hors du bus, comme si je n'étais pas là. J'ai entendu les pas s'éloigner avec un bruit sourd. J'ai finalement lâché le montant et j'ai vu du sang sur ma main. Lorsque le bus a heurté quelque chose, ma main avait glissé le long du montant, où un vis sans fin était resté dévissé. Une égratignure traversait toute ma paume droite. Mais je me suis sentie soulagée. Un accident, après tout. Au moins, ils ne viennent plus vers moi si silencieusement et si terrifiant. Je suis descendue des marches. J'ai regardé devant moi. Tout était clair. Une Opel grise avait jailli du passage, si malencontreusement que le bus n'avait même pas eu le temps de freiner. Les 4 hommes de l'autobus s'affairaient autour de la voiture. L'un avait ouvert le capot pour une raison quelconque. Les 3 autres tiraient le conducteur de derrière le volant. Et l'un d'eux a commencé à déployer sur la neige ce même sac en polyéthylène noir, tandis que l'autre fouillait dans le sac en cuir brun avec un bruit sourd. J'ai vu le conducteur de l'Opel, un jeune homme. Il ne semblait pas avoir été trop gravement blessé. Ils l'ont allongé sur le sol et l'un d'eux s'est penché sur lui. De loin, cela ressemblait à des passagers de l'autobus aidant un malheureux victime d'un accident de la route. Mais le jeune homme de l'Opel essayait de se débattre, de se relever. Mais 2 des passagers l'avaient déjà plaqué au sol, tandis que le 3e sortait quelque chose de long et de métalliquement brillant du sac. Le 4e s'est brusquement retourné et m'a regardé. Et moi, je l'ai regardé. Dans le même instant, j'ai entendu un coup et un bruit de cassure. J'ai vu un objet inconnu, ressemblant à une petite pince, mais avec un crochet comme un grappin, s'abattre rapidement sur la tête du conducteur de la voiture. Du sang a éclaboussé. Un ouvrier a commencé à frapper. Un 2e tenait les mains de la victime. Un 3e avait immobilisé ses jambes au sol avec son genou. Les éclaboussures de sang sur la neige rouge dans la lumière de la seule phare intacte de l'accident, la phare gauche du bus, ressemblaient à des taches. J'ai vu les jambes et les bras de la victime se convulser, puis il s'est tu. Et le sang a commencé à couler, faisant fondre la glace et la neige sale sur l'asphalte. Heureusement, je n'ai pas vu la moitié de la scène à cause de leur dos. Sinon, j'aurais été pétrifiée. Mais le 4e était déjà en train de venir vers moi, sans se presser, sans la moindre émotion sur son visage. Et alors, j'ai couru. Dans ce genre de situation, on écrit toujours « J'ai couru comme jamais de ma vie ». Non, jamais de ma vie, je n'ai couru si mal. Jamais encore, mon cœur n'a battu si follement. Ma respiration n'a été si saccadée et mes jambes n'ont été si embrouillées. On ne m'a pas poursuivi. J'ai contourné le quartier où s'était produit l'accident, où était stationné leur bus, en suivant un grand arc de cercle. Dans le dortoir, je n'ai rien dit à personne et j'ai simplement passé la nuit assis dans les toilettes, tenant une cigarette dans ma main gauche. La blessure sur ma main droite ne saignait plus, mais elle me faisait très mal. Aller à la police? Raconter cela à mes amis? Ou simplement oublier tout cela, comme un cauchemar, comme un délire de fou? Le matin, mon voisin de chambre m'a réveillée. J'avais dormi dans les toilettes,
tenant ma main blessée contre ma bouche, comme si je m'étais moi-même bâillonnée. Il y a 2 jours, une étrange affaire a été diffusée à la télévision locale. On a trouvé une Opel détruite au milieu de la rue. Mais ni le conducteur, ni un autre véhicule, ni des témoins. Il était également rapporté que c'était déjà le 4e véhicule vide et détruit, trouvé au milieu des rues étroites au cours de l'année dernière. Et encore une semaine plus tard, j'ai su que la ville était la proie d'un ou de plusieurs meurtriers sans pitié. Les victimes étaient retrouvées sur les bas-côtés, souvent directement à des arrêts de transports en commun. Toujours les pieds tournés vers la chaussée. Les corps étaient atrocement mutilés. Et dans les articles publiés par les médias, il était toujours écrit « La victime attendait probablement le bus à l'arrêt » ou « Le corps avait probablement été jeté sur le bas-côté depuis une voiture. » Et j'ai vu ce bus 2 fois encore. Le soir, en rentrant de l'école, veille de Nouvel An, je l'ai vu. Il m'a dépassé. Et dans le salon éclairé, j'ai aperçu la silhouette d'une femme assise avec un livre. Derrière elle, 4 figures grises. Lorsque le bus est passé à côté de moi, ils se levaient lentement. Et ils allaient lentement dans sa direction, dans le salon. La dernière fois, ils roulaient lentement. Et les 4 étaient debout, me regardant par la fenêtre, sans se tenir au poignet. J'ai pris le premier passage qui m'a semblé opportun. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont laissé partir. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas pourquoi ils font cela. Et je n'ai pas cherché à savoir quel itinéraire de bus avait pour terminus la gare ferroviaire. La cicatrice sur ma main est restée, mais j'y ai pris l'habitude. Je ne prends plus les transports en commun. J'ai une voiture. Mais environ 1 fois par an, je sursaute en voyant une voiture accidentée sur le bas-côté. Un tas d'ordures dans le fossé ou la silhouette d'un bus dans les crépuscules du soir. Je sais qu'il est quelque part là-bas, avec ses 4 passagers. Légende effroyable de Paris. Paris, ville noyée dans les mystères. Les rues romantiques de ce lieu enchanté rappellent non seulement les moments joyeux, mais également les événements qui font courir des frissons le long de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les sombres profondeurs de la ville et découvrir les 10 légendes les plus populaires de Paris. Croire ou non, c'est à vous de décider. Les portes diaboliques de la cathédrale Notre-Dame. La cathédrale de Notre-Dame de Paris, dominant la ville, attire non seulement les regards par sa grandeur, mais cache également en elle-même de nombreuses légendes sombres. L'une des histoires les plus effroyables est liée à la fabrication de ces portes sculptées. Le travail de forger de ces portes fut confié à un jeune forgeron. Le temps passait, mais il ne parvenait pas à créer un chef-d'œuvre digne d'un lieu saint. La dernière nuit, avant la remise du travail, désespéré et fou de peur, il invoqua le diable lui-même à son aide. Le matin, lorsque le clerc vint inspecter les résultats, il fut confronté à une scène effroyable. Le forgeron gisait mort, et devant lui se dressaient les portes, ornées de motifs ajourés magnifiques. La
flamme dans la forge continuait de brûler avec intensité, et les outils semblaient avoir pris vie. Ils flottaient dans l'air et continuaient de marteler le métal. Les portes étaient si magnifiques que, malgré les circonstances sinistres de leur création, on décida de les installer malgré tout. Mais voilà le problème. La clé ne voulait pas tourner dans la serrure, jusqu'à ce qu'elle soit aspergée d'eau bénite. Vrai ou faux, les portes de Notre-Dame sont toujours différentes de toutes les autres, forgées ou fondues. Personne n'a jamais pu reproduire leur motif étrange, comme si le diable lui-même avait laissé sa marque sur elles. La légende du barbier et du boulanger. Aimez-vous les pâtés en croûte? Le roi de France, Charles VI, l'amoureux, les aimait également, tout comme ses courtisans. À la fin du XIVe siècle, le meilleur pâtissier de viande vivait au 20 rue Chanoinesse. Ce pâtissier avait un ami, un barbier, qui travaillait à l'étage au-dessus, directement au-dessus de la cave du pâtissier. Les affaires du pâtissier prospéraient, et il avait besoin de plus en plus de viande pour ses pâtés. À un certain moment, les deux amis décidèrent que faire des pâtés avec de la chair humaine serait à la fois plus rentable et plus intéressant. Au Moyen Âge, les barbiers ne se contentaient pas de couper les cheveux et de raser les barbes, mais ils extrayaient également les dents, soignaient avec des sangsues et incisaient les furoncles. Le sang sur le sol de la barbershop ne suscitait pas de soupçons. Le barbier perfide ne touchait jamais aux clients riches, leur tenant des conversations polies et leur rasant soigneusement les barbes. Mais les pauvres et les visiteurs solitaires étaient condamnés. Leur vie dépendait des réserves de viande dans la cave. À un moment donné, la lame dangereuse tranchait la gorge du malheureux et le corps était envoyé en bas, où le pâtissier l'attendait. Les pâtés chauds à la chair humaine se sont vendus à Paris pendant 5 ans. Le sort des deux amis a été brisé par une coïncidence tragiquement comique. Un jour, un étudiant est entré chez le barbier avec son chien. L'animal avait aboyé pendant plusieurs jours, attaché dans la rue. Lorsque les policiers ont détaché le chien, il s'est précipité vers la fenêtre de la cave du pâtissier, où ils étaient en train de découper une nouvelle victime. Les conséquences étaient prévisibles. La torture, le procès et l'exécution par le feu sur la place de Grève. On dit que même dans le palais, plusieurs personnes sont mortes de choc en réalisant quel pâté ils avaient mangé. La maison où les deux amis avaient commis leurs actes noirs a été rasée. Et pendant plusieurs siècles, on n'a rien construit à cet endroit. La malédiction des Templiers. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a que 3 îles. La Cité, Saint-Louis et l'île aux Cygnes. Cependant, autrefois, il y avait plus d'îles, et çà et là, des bouts de terre émergeaient de la Seine. Mais les pointes de l'île de la Cité, où se trouve actuellement le Pont-Neuf, n'existaient pas du tout. Jusqu'au XVIe siècle, 2 petits îlots se trouvaient ici. Sur l'île de la Gourdaine, il y avait un moulin à eau et une presse à monnaie, tandis que sur l'île voisine, l'île aux Juifs, avaient lieu les exécutions. La sinistre réputation de cet endroit a été apportée par le roi de France, Philippe le Bel, fils de Louis le Saint. Ce monarque était connu non seulement pour sa beauté, mais également pour son avidité insatiable. Peu de dirigeants de France se sont illustrés
autant que lui par leur pillage et leur confiscation de biens auprès de divers groupes de population. D'abord, sur ordre de Philippe le Bel, tous les Juifs furent expulsés pour usure, bien qu'il leur eût été interdit d'exercer d'autres professions. Leurs biens furent confisqués au profit du trésor. Après les Juifs, ce fut au tour des Lombards. Sans s'arrêter là, le roi se tourna vers les Templiers, qui possédaient des richesses inestimables. Philippe ordonna l'arrestation de tous les Templiers, les accusant de blasphème et de trahison envers l'Église. En mars, un vendredi 13, Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers, et plusieurs autres chevaliers furent brûlés vifs. Pendant l'exécution, le grand maître de l'ordre maudit le roi et tous ses descendants jusqu'à la 13e génération. Il est possible que ce fût une crise cardiaque massive, ou peut-être même la malédiction. Mais Philippe le Bel mourut exactement 1 an plus tard. Aucun de ses descendants ne régna longtemps. Ces événements ont inspiré le cycle de romans de Maurice Druon, Les Rois maudits. Le fantôme de l'homme rouge dans le jardin des Tuileries. Saviez-vous que le jardin des Tuileries est hanté par un fantôme? La légende dit que l'apparition de ce spectre est liée à Catherine de Médicis, la Reine Noire. Elle a obtenu son surnom non seulement en raison de son deuil pour son mari, mais également en raison des ordres cruels qu'elle a donnés. On dit même qu'elle a empoisonné son propre fils. Au service de Catherine, il y avait Jean Chataignier, un géant d'homme, ancien boucher. Il guettait les ennemis de la reine dans ce jardin et les tuait froidement. Mais connaissant trop de choses, Chataignier devint dangereux même pour la reine elle-même. On lui ordonna de l'éliminer. L'assassin surprit Jean dans le jardin des Tuileries, mais quelque chose se passa mal et il ne put le tuer du premier coup. Mourant de perte de sang, Chataignier maudit son meurtrier et sa maîtresse, promettant de revenir. L'assassin n'avait pas eu le temps de retourner au palais que le spectre ensanglanté de Chataignier se manifesta devant lui, et il s'enfuit épouvanté. La reine ne crut pas au récit du fantôme et ordonna à l'assassin de se ressourcer. Mais 2 ans plus tard, l'homme rouge apparut au astrologue personnel de Médicis, et celui-ci prédit une série de malheurs qui commencèrent bientôt à se réaliser. L'homme rouge apparut à de nombreux monarques de France, leur inspirant la terreur. On dit qu'il fut le seul à sympathiser avec Napoléon, lui donnant des conseils précieux. Après l'incendie du palais des Tuileries, l'esprit de Jean Chataignier se calma et cessa de troubler les présidents français. Mais on dit que même aujourd'hui, on peut encore rencontrer l'homme rouge sur les allées du parc, admirant les vues de la ville. Si vous le rencontrez, transmettez-lui mes salutations. La maison aux fantômes, au 24 rue Victor Masse. Le bâtiment situé au 24 rue Victor Masse est devenu tristement célèbre à Paris en raison d'une série de morts mystérieuses survenues dans ses murs. Cette maison appartenait au compositeur Victor Masse, qui mourut chez lui de maladie. Ensuite, Sylvia Vartan, actrice et chanteuse française, épouse du musicien rock Johnny Hallyday, s'y installa. Elle quitta rapidement le domicile après son installation
et mit la maison en vente sans expliquer les raisons. Le nouveau locataire mourut bientôt et les rumeurs disaient qu'il était décédé de la même maladie que Victor Masse. Ensuite, le directeur du cabaret Folies Bergères acheta la maison, mais il mourut également dans cette demeure. La maison fut héritée par sa gouvernante, mais on la trouva bientôt sauvagement assassinée avec une pelle à feu. L'assassin ne fut jamais attrapé. Après ces tragédies, la maison sur la place Pigalle devint célèbre comme la maison aux fantômes. Elle resta longtemps vide, effrayant les passants avec ses fenêtres vides. Mais il y a quelques années, des gens se sont à nouveau installés dans la maison, qui, apparemment, savent cohabiter avec les habitants de l'au-delà. Le fantôme de l'opéra. Le célèbre musical d'Andrew Lloyd Webber est connu dans le monde entier. Mais peu de gens savent que sa base ne repose pas seulement sur le roman éponyme de Gaston Leroux, mais également sur une histoire tout à fait vraie qui s'est produite à Paris en 1873. À cette époque, un jeune pianiste talentueux perdit sa fiancée lors d'un terrible incendie et lui-même fut défiguré par les flammes. Anéanti par le chagrin, il trouva refuge dans les sous-sols de l'Opéra Garnier, où il mourut, consumé par son malheur. Après sa mort, des événements étranges et souvent tragiques commencèrent à se produire dans le théâtre. En 1969, juste pendant une représentation, un lustre s'effondra soudainement, tuant un spectateur assis au fauteuil numéro 13. La jeune chanteuse Christine Daae vit un jour le fantôme du pianiste errant dans les corridors du théâtre. Ainsi, la série d'événements mystérieux inspira l'apparition du conte mondialement aimé, le fantôme de l'opéra. Les égouts de Paris habitent des crocodiles. À Paris, sous le Pont-Neuf, il y a un tronçon d'égout où les employés municipaux préfèrent ne pas descendre. Pourquoi ? Tout a commencé le 7 mars 1984, lorsque les ouvriers de la voirie ont rencontré quelque chose d'écailleux, couvert de saleté. Dans la panique, ils ont appelé les pompiers, qui ont hissé à la surface un vrai crocodile de 1 mètre de long. Il s'est avéré que c'était un crocodile du Nil. On l'a transféré aux eaux de Paris. Depuis lors, chaque deuxième employé travaillant dans les collecteurs de la ville affirme que les égouts sont infestés de crocodiles et d'autres créatures dangereuses. Voulez-vous vérifier cette légende urbaine ? Visitez le musée des égouts si vous osez prendre le risque. La légende de la rue du chat qui pêche. Rue du chat qui pêche, l'une des plus anciennes et des plus courtes rues de Paris, avec tout juste 15 mètres de long et 1,50 mètre de large. La rulette a obtenu son nom grâce à une légende urbaine du XVe siècle. On dit qu'un chat noir habitait non loin, qui savait pêcher avec sa patte. Le propriétaire du chat était le père Perle, un vieux chanoine de Saint-Séverin, qui était soupçonné de pratiquer l'alchimie, ce qui était pratiquement équivalent à la magie noire à cette époque. Une fois, 3 étudiants de la Sorbonne remarquèrent que le chat et son propriétaire n'étaient jamais vus ensemble. Ils décidèrent que le père Perle était un loup-garou. Alors,
les 3 étudiants guettèrent le chat noir qui rentrait de la pêche, le tuèrent et jetèrent son corps dans la rivière. Ce jour-là, personne à Paris ne rencontra le père Perle. Les rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles les étudiants avaient en réalité tué non pas le chat, mais le chanoine lui-même. La justice fut rendue de manière incroyablement rapide et sans enquête. Le procureur royal ordonna de pendre les 3. Au bout de quelques jours, le père Perle revint à Paris après un voyage inattendu à la campagne et célébra la messe dominicale à Saint-Séverin. Le même jour, le chat noir réapparut sur les berges de la Seine, pêchant du poisson avec sa patte. Depuis lors, la rue porta son nom actuel. Plus personne n'osa toucher au chat noir du chanoine. On dit que le fantôme du chat pêcheur continue de hanter l'étroite ruelle parisienne. La demeure de la rue Saint-Pierre, hôtel particulier de la rue Saint-Pierre. Cette légende urbaine est relativement jeune. Elle est apparue dans les années 1980, lorsque l'architecte parisien a commencé la restauration de l'hôtel particulier de la rue Saint-Pierre. Immédiatement après le début des travaux sur le chantier, des accidents malheureux commencèrent à se produire. Un ouvrier tomba de l'échafaudage, des poutres s'effondrèrent, un incendie éclata, détruisant presque tout le chantier, mais laissant la maison elle-même intacte. Des bruits étranges provenaient des murs. Les ouvriers superstitieux refusèrent de continuer la restauration, et l'architecte appela un médium. Celui-ci raconta l'histoire de cette maison. Selon lui, l'ancien propriétaire de l'hôtel particulier était un homme heureux avec une belle histoire d'amour romantique. Il voulait que l'hôtel particulier devienne un nid douillet pour lui et sa bien-aimée. Et même après une mort subite, son fantôme continue de protéger sa maison contre les intrusions. La légende dit que le fantôme de l'ancien propriétaire protège l'hôtel particulier, ne permettant à personne de troubler sa paix. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un tente de modifier la maison, le fantôme se rappelle à son attention, créant des obstacles inimaginables. Eh bien, les touristes de l'ombre, quels sont les endroits que vous allez visiter à Paris? Attendez-vous de rencontrer le fantôme de l'opéra? Ou peut-être osez-vous vous promener dans la ruelle étroite du chat pêcheur? Et qu'en est-il de l'hôtel particulier de la rue Saint-Pierre, où habite le fantôme jaloux? Écrivez dans les commentaires et mettez un like si vous êtes prêt à partir à la recherche du paranormal dans la ville la plus romantique du monde. Rien ne laissait présager de malheur. Je marchais dans la neige et je réfléchissais au sens de ma vie. Quel est-il donc? Mon mari est un incapable. Mes enfants sont des cancres et des menteurs. Nous sommes toujours à court d'argent. Et je n'ai pas d'autre chaussures que ces bottes usées, ces baskets écrasées, et encore ces sandales d'été. Comment les autres parviennent-ils à vivre bien, à manger délicieusement, à se reposer au bord de la mer et à envoyer leurs enfants à l'université? Pourquoi certains ont tout, tandis que d'autres n'ont rien? Eh bien, pourquoi suis-je moins bien que cette belle femme au manteau de luxe? J'ai remarqué la voiture, mais il était trop tard. Un choc violent m'a projeté hors de la route
et j'ai heurté violemment ma tête contre la clôture métallique entourant le parterre. J'ai poussé un cri perçant, me suis relevée avec peine et ai regardé autour de moi. La voiture avait disparu, le salaud avait pris la fuite. J'ai boitillé tant bien que mal. Il ne restait plus que quelques dizaines de mètres jusqu'à chez moi, environ un demi-pâté de maison. Ma tête me semblait être une poêle en fonte. En entrant dans la cour, j'ai sifflé de surprise. Qu'est-ce qui se passe donc? En l'espace de quelques heures, pendant que j'étais absente, ils avaient installé un terrain de jeu pour enfants, comblé une énorme fosse et même planté des arbres. Ils sont capables de faire des miracles quand ils le veulent. Et pourtant, ils sont des idiots. Qui planta des arbres en février, je vous le demande. J'ai appliqué la clé au digicode, suis entrée dans l'immeuble. J'ai monté lentement jusqu'au 3e étage, où j'habite, étonnée par la propreté de l'escalier et l'absence de graffiti sur les murs. Voilà ceux qui arrivent quand on part au travail. On rate tout. J'ai longtemps regardé les portes de mon appartement et de ceux des voisins. Les portes ordinaires, en contreplaqué, sombrement peintes d'une laque bleu-grise, avaient été remplacées par des portes massives en métal de couleur cuivre et brun noble. Et ma clé ne fonctionnait plus. Qui donc avait eu la gentillesse de nous offrir des portes qui valaient autant que tout mon salaire? Qu'est-ce qui se passait donc? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était définitivement cassé et ne s'est même pas allumé. En bas, une porte a claqué et quelqu'un a commencé à monter les escaliers. Je ne sais pas moi-même pourquoi j'ai monté d'un étage. Là, j'ai décidé que, lorsque la personne qui montait allait passer à côté de moi, je ferais semblant de descendre. Je n'ai pas eu à descendre à sa rencontre. Car cette femme s'est arrêtée au 3e étage, a sorti des clés de son sac élégant et a commencé à ouvrir la porte de mon appartement. Ah mon Dieu! J'ai voulu faire une scène et me suis dirigée vers les marches. Mais alors la femme a tourné la tête et m'a regardée. C'est comme si j'avais regardé dans un miroir. C'était moi, dans un manteau de luxe, avec une écharpe en fourrure longue et soyeuse, une coiffure courte et du maquillage, mais c'était moi. Elle est entrée dans l'appartement, les verrous ont cliqueté. Moi, je suis restée debout en haut, essayant de digérer ce que j'avais vu. Comment comprendre cela? Peut-être que, avec ma tête blessée, j'ai confondu l'immeuble, mais le digicode avait fonctionné. Et comment expliquer la ressemblance entre moi et cette fille? La porte en bas s'est à nouveau ouverte, et le hall d'entrée s'est empli de voix enjouées. Papa, tu n'as pas remarqué, maman est déjà rentrée à la maison? J'ai remarqué, mon petit soleil, la lumière est allumée, cela veut dire qu'elle nous attend. Papa, peux-tu m'aider avec les maths? On nous a donné un devoir à faire et je n'ai pas très bien compris. Je vais t'aider à comprendre, mais toi, tu feras le travail toi-même, d'accord? Bien sûr, d'accord. 3 personnes, l'homme, la fille et le garçon, s'étaient arrêtés devant ma porte. La fille avait appuyé sur la sonnette. J'étais réticente à croire mes yeux. C'était ma famille, mon mari et mes enfants. Seulement, ils étaient habillés. Ils n'avaient jamais eu de vêtements comme ça. Évidemment, ils n'avaient pas été achetés au marché. Et mon mari, quel beau spécimen. Mince, musclé, rasé de frais,
Moi, je le voyais de plus en plus dégarni et alcoolisé. Le clic de la serrure, la joie, la gaieté, le rire. La porte qui se fermait coupait les sons de bonheur étrangers de mes oreilles. Un bonheur où je n'avais pas ma place. Je suis descendue par l'escalier et sortie de l'immeuble. J'ai inspiré l'air glacial. Ma tête blessée s'est un peu soulagée et j'ai réalisé une autre étrangeté. La dernière neige avait tombé il y avait 4 jours et elle recouvrait uniformément les monticules de la aire de jeu, l'endroit où il y avait une fosse et les arbres, c'est-à-dire tout, ce qui n'existait pas encore ce matin. Cela signifie que j'ai finalement confondu l'immeuble. Et la copie de ma famille, eh bien, tout peut arriver. Et je me suis mise à chercher mon propre domicile. Je n'ai pas trouvé un autre domicile. Celui où j'étais était mon vrai domicile. Et l'immeuble et l'appartement au 3e étage. Je ne comprenais rien. J'ai dû passer la nuit à la gare ferroviaire, dans la salle d'attente. Je n'étais pas venue ici depuis longtemps. La gare avait changé au point de devenir méconnaissable. Une nouvelle surprise m'attendait. L'argent avait également changé de manière étrange. J'avais voulu acheter un hot dog à un prix suspectement bas. J'avais 5 €, un billet normal, exactement comme ceux que j'avais tenus des milliers de fois entre mes mains. Mais l'homme devant moi a sorti un billet bleu avec un bâtiment qui ressemblait à un théâtre. Et je me suis retrouvée sans hot dog, il ne voulait pas me le vendre. Tôt le matin, je suis revenue à mon domicile et me suis cachée dans un renfoncement près de l'immeuble voisin. J'ai vu beaucoup de gens que je connaissais. Ou plutôt, ces personnes ressemblaient étrangement à celles que je connaissais. Mais ils étaient différents, avec des coiffures différentes, vêtus de vêtements inhabituels pour eux. Pendant que je les observais, la porte de l'immeuble s'est ouverte et toute ma famille est sortie sur le perron. Les enfants avec leurs sacs à dos, mon mari, et moi avec des talons hauts et une coiffure soignée. Ils ont pris place dans une grande voiture noire et sont partis 5 minutes plus tard. Je suis sortie de mon abri. Il fallait faire quelque chose. Il fallait trouver une solution. J'ai passé la journée à errer dans les rues. Heureusement, le froid n'était pas trop intense. Je ne comprenais pas pourquoi, mais tout était différent, pas comme d'habitude. Ma ville, les rues et les bâtiments étaient les mêmes, mais les monuments étaient différents. Les publicités également. Tout était différent. Je suis entrée dans un magasin pour me réchauffer. J'ai marché un peu, j'ai regardé autour de moi. Les emballages et les packagings des produits étaient complètement inconnus. Les noms des produits également, sauf peut-être l'eau minérale. Et là, j'ai eu de la chance. Un homme, à environ 5 mètres de moi, en sortant quelque chose de sa poche, a laissé tomber de l'argent et, sans s'en apercevoir, est parti plus loin dans l'allée. J'ai immédiatement approché. J'ai marché sur le billet. J'ai fait semblant de réajuster mon lacet pendant un moment. J'ai étudié les étagères. J'ai penché la tête, feignant de nouer mon lacet. J'ai ramassé le billet et l'ai mis dans ma poche. Et je suis partie du magasin. Dans la rue, j'ai examiné le billet. C'était une coupure verte-bleue, jamais vue auparavant. J'avais le sentiment que, à cause de l'incompréhension de tout ce qui se passait, j'allais éclater d'un moment à l'autre. Et j'avais également faim. La dernière fois que j'avais mangé, c'était hier. J'avais déjeuné à la cantine de notre travail.
j'espérais vraiment que l'argent suffirait. Le soir, je suis revenue à mon domicile et j'ai failli tomber sur mon double. Une autre moi-même est sortie de l'immeuble et s'est dirigée à pied vers le prospect. Je l'ai suivi, sans me cacher particulièrement. Il était peu probable que quelqu'un remarque notre ressemblance dans l'obscurité, d'autant plus qu'elle portait un court manteau gonflé, tandis que je portais un manteau usé jusqu'aux genoux. Voilà, elle est arrivée au passage piéton, celui-là même où une voiture m'avait renversé hier. Elle s'est arrêtée, attendant le feu vert. J'ai accéléré, me suis approchée d'elle et me suis placée à côté. Mon odorat a capté le parfum subtil et très agréable, manifestement un parfum de luxe. Et je me suis sentie tellement jalouse. Je n'aurai jamais ces parfums. Je n'aurai jamais cette veste en argent métallisé. Je n'aurai jamais cette vie comme la sienne. Et c'est injuste. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne à proximité. Et alors, j'ai pris une décision. J'ai arraché le sac à dos rose de son dos et l'ai poussé de toutes mes forces contre le petit grillage. Elle a hurlé, est tombée et s'est cognée le visage. J'ai couru sur le côté et me suis retournée. Elle n'était nulle part, ni près de la plate-bande, ni sur la route. Est-ce que cela pouvait arriver ? La neige piétinée confirmait que mon escapade n'était pas un rêve. Au demeurant, cela s'était plutôt bien passé. Voyons ce que nous avons dans le sac à dos. Un étui de maquillage, un peigne, un téléphone, des clés de l'appartement, un porte-monnaie avec de l'argent. Un ensemble tout à fait ordinaire pour une femme ordinaire. Il s'avère qu'il y avait beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Eh bien, à mon avis, c'est beaucoup. Peut-être que dans ce monde étrange, une telle somme est tout à fait modeste. Je venais juste de penser à cela, lorsque le téléphone dans mes mains a vibré et le mot « cher » est apparu sur l'écran. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai fait glisser mon doigt sur le cercle vert vers la droite. Oui. Bonjour, chère mère. Dommage que tu n'aies pas pu venir avec nous. Ici, c'est amusant. Nous allons rester 1 heure de plus avec les enfants. Ils ne veulent pas partir. D'accord, je vous attendrai à la maison. Chérie, qu'est-ce qui se passe avec ta voix ? Tout va bien ? Tout va bien. Il y a juste beaucoup de bruit ici. Ah, à bientôt. Nous serons bientôt de retour. Je t'embrasse. J'ai appuyé sur le cercle rouge. Je n'ai pas besoin de vous bientôt. J'ai besoin de temps. De l'autre côté de la rue, les mots « Institut de beauté » brillaient d'une lumière violette. J'espère qu'ils ont ce dont j'ai besoin. 3 heures plus tard, j'étais à mon aise dans mon luxueux appartement, ayant admiré ma nouvelle coiffure dans tous les miroirs, pris un bain moussant parfumé et m'étais habillée d'une délicate chemise de soie. Je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Mon mari et les enfants n'étaient toujours pas là, et c'était une chance. J'aurais été gênée de les voir immédiatement. Et le lendemain, je suis tombée malade. Et c'était également une chance. Cela m'a permis de m'habituer à ma nouvelle famille et à ma nouvelle vie. Et déjà, 2 semaines plus tard, il me semblait que j'avais toujours vécu ainsi et que mon passé n'avait été qu'un rêve. 2 ans ont passé. Tout avait changé. Ma vie ne me semblait plus être un conte de fées merveilleux. Mon mari ne m'appelait plus chérie, me donnait à peine d'argent, se retardait de plus en plus souvent au travail et rentrait ivre. Les
Les enfants ne m'écoutaient plus, ne me respectaient plus et avaient même commencé à obtenir des notes médiocres à l'école. Même l'appartement, ce bel appartement étincelant, avait perdu son éclat et était devenu encombré. Pourquoi avais-je si peu de chance? Le soir, je suis sortie faire des courses. Sans me presser, je me suis frayé un chemin à travers la neige craquante jusqu'au boulevard et j'ai marché le long de la route sur le trottoir. Au passage piéton, 2 personnes m'ont barré le passage. « Hé, donne-moi ton argent !»« Je n'ai pas d'argent !» ai-je grogné et j'ai essayé de les contourner. Et toi? Sous le choc violent dans le dos, je me suis mise à tomber et je n'ai pas entendu la suite de la phrase. J'ai heurté la tête contre la barrière entourant la plate-bande et j'ai perdu connaissance pendant quelques instants. Quand je suis revenue à moi, les voyous avaient disparu. Gémissant et haletant, je me suis relevée et suis partie vers chez moi. J'ai traversé mon jardin et me suis arrêtée, comme clouée au sol. Toute ma famille était là, dans le jardin, avec moi. Ils riaient bruyamment, construisaient un bonhomme de neige et se lançaient des boules de neige. « Pa !» criait ma fille. Et pourquoi pas faire un nez avec une glace pour le bonhomme de neige au lieu d'une carotte? Et mon mari a pris la glace dans ses mains, l'a placée sur le bonhomme de neige, puis m'a saisi, cet autre moi, dans ses bras et m'a donné un baiser ridicule sur le nez. Et les boules de neige ont recommencé à voler. Longtemps, je suis restée dans l'ombre du porche. Une douleur criait en moi. Pourquoi, lorsque j'étais là, ils n'étaient pas ainsi joyeux et unis? Ma famille, apparemment, était heureuse sans moi. Sans moi, graduellement, la douleur a cédé la place à l'indignation. Non, pas question. C'est ma famille. Je suis la mère de mes enfants et je vais les récupérer. Il suffit d'attirer ce double odieux sur le boulevard, au même passage piéton, et de nous échanger à nouveau. Il venait d'approcher de l'entrée de l'immeuble, lorsque l'autre moi a tourné la tête et m'a fixé droit dans l'ombre sous l'arcade, où je me tenais appuyée contre le mur. Puis, elle s'est retournée et a dit quelque chose à mon mari. Celui-ci a hoché la tête et a emmené les enfants à l'intérieur, tandis qu'elle s'est retournée et s'est dirigée directement vers l'arcade. Je me suis mise à courir loin de la maison. En me retournant, je me suis assurée qu'elle me poursuivait et j'ai continué à courir de toutes mes forces. J'ai atteint la plate-bande avec la barrière malchanceuse, m'y suis arrêtée et, haletante, me suis retournée vers ma poursuivante. Elle a ralenti, a progressivement passé à un pas et a finalement pris position à environ 5 mètres de moi. Son regard moqueur et en même temps haineux était insupportable. Probablement, elle voulait dire quelque chose. Elle voulait, mais elle n'a pas eu le temps. Je me suis jetée sur elle et saisi son manteau glissant et l'ai traîné vers la plate-bande à coups brusques. Finalement, elle a compris ce que je voulais faire. Elle s'est accrochée à moi, a planté ses pieds dans le sol, a crié et a appelé à l'aide. J'ai rassemblé toutes les forces qui me restaient et rugi et les projeté contre la barrière. À cause de cet effort, je suis tombée à côté et lorsque je me suis relevée, j'ai découvert que j'étais seule près de la plate-bande. Le double avait disparu. Je suis chez moi. 1 an plus tard,
Les enfants ont recommencé à se rebeller. Mon mari a commencé à boire. Pourquoi suis-je punie ainsi? Mais maintenant, je sais ce que je dois faire pour vivre comme je le veux, dans une famille normale avec un mari aimant et des enfants bien élevés et bien éduqués. Je vais aller faire une promenade jusqu'à la plate-bande.